Bonjour à tous et merci de suivre le 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Fin des travaux du deuxième congrès du Parti pour le développement et le changement PDC. L'élection des membres du bureau national a été le clou de ce congrès. Des précisions dans un instant. En Irak, la colère monte dans les rues, poussée par la pauvreté et le chômage. De nombreux manifestants ont demandé ce dimanche le départ du régime en place. Une grève générale touche les écoles et l'administration publique. Et puis nous recevons pour vous Monsieur Léandre Bassolé, président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Avec lui, nous parlerons du colloque international qui s'ouvre demain à Ouagadougou autour du thème processus de réconciliation nationale et cohésion dans un contexte de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Rôle et responsabilité des femmes leaders. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. À tout à l'heure. Réunis à la faveur de leur deuxième congrès ordinaire, les militants du Parti pour le développement et le changement PDC ont écumé la vie de leur parti. Les travaux qui se sont achevés hier à Ouagadougou ont permis de désigner une nouvelle équipe dirigeante et de réaffirmer le soutien du parti au président Roch-Marc Christian Kaboré. La clôture du congrès avec Rasmane Zoundi et Herman Toé. Le deuxième congrès ordinaire du Parti pour le développement et le changement PDC mobilise ici au Palais des Sports de Ouagadougou jeunes, femmes et vieux pour la cause du parti. Le congrès a permis de revisiter les textes fondamentaux du parti et d'asseoir un nouveau bureau fort de 70 membres. Cette équipe dirigeante qui est aussi présente ici avec moi, j'en suis sûr qu'elle a les capacités nécessaires de nous amener loin et de nous aider à vraiment transcender toute situation et tous les défis qui se présentent. À peine installée, la nouvelle équipe se fixe de grandes ambitions, celle de former la jeunesse et d'œuvrer à la paix et à l'unité nationale. Conduire à l'éveil des consciences, parce qu'il est important notamment que nous devons saisir que les moments présents passés par notre pays sont des moments vraiment d'importance capitale où nous devons nous rassembler, nous unir et construire une nation prospère. Le deuxième congrès ordinaire du Parti pour le développement et le changement a pris des résolutions et des motions de soutien, notamment à l'endroit du gouvernement pour ses efforts de développement et aux forces de défense et de sécurité. Les congressistes ont aussi rendu un vibrant hommage à Sarah Séré Sérémé, fondatrice du parti, en l'élevant au rang de présidente d'honneur. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, nous recevons M. Léandre Bassolé, président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Avec lui, nous allons donc parler du colloque international qui s'ouvre demain à Ouagadougou autour donc du processus de réconciliation nationale et de cohésion dans un contexte de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Rôle et responsabilité des femmes leaders. Monsieur le Président, bonjour. Alors avant donc d'en venir à ce colloque, les questions de réconciliation nationale et de cohésion au Burkina en tout cas sont devenues des priorités. Beaucoup d'acteurs en parlent, mais sur le terrain on a plutôt l'impression au regard des nouvelles violences que la situation a tendance à s'empirer. Alors au niveau du HCRUN, quelle analyse vous faites de la situation? Je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous me donnez à la veille de ce colloque, de pouvoir, en saluant les auditeurs, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, leur dire deux mots, effectivement, de la mission qui est la nôtre. La mission qui vise essentiellement à la réconciliation et à l'unité nationale, aussi bien que à donner sa contribution à la cohésion sociale. C'est vrai, vous l'avez mentionné, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où, quand nous regardons
la situation dans laquelle notre société est plongée malheureusement du fait de ce que nous voyons s'exprimer comme violence, comme terrorisme aveugle. Nous devons de nous poser des questions. Et la première, c'est comment pouvons-nous penser contribuer à une réconciliation et à l'unité nationale dans un tel contexte où le Burkinabé, au soir quand il se couche, n'est plus préoccupé par cette même réconciliation que du reste il appelle de ses voeux, mais se pose la question inlassablement de savoir si demain il sera en vie. Et donc c'est quand même une préoccupation qui nous montre que le processus de réconciliation est remis en cause du fait même de cette insécurité qui s'exprime. Et donc il va falloir, dans la mesure où cette réconciliation est une réconciliation des cœurs et des esprits et de tous les Burkinabés, il va falloir que tous les Burkinabés, en fait, orientent leur réflexion d'abord sur comment nous unir pour faire face à cette difficile situation, après quoi, la paix retrouvée, le processus pourra suivre son cours et reprendre son rythme normal. Justement, est-ce qu'au niveau de votre institution, alors vous développez des initiatives pour faire face à cette nouvelle situation? Nous développons certainement des initiatives, et cela d'autant plus que nous suivons au quotidien, comme tous nos frères burkinabés, ces événements qui se déroulent. Et encore tout récemment, rien qu'hier, les Burkinabés pleurent encore des Burkinabés qui sont tombés sous les balles assassines de ce terrorisme, de cette violence aveugle qui s'exprime et qui n'a aucune raison qui puisse être justifiée. Nous suivons ensuite parce que à chaque moment, nous devons en fait nous interpeller nous-mêmes et voir comment nous pouvons contribuer justement à faire en sorte que cette contribution-là que nous devons apporter puisse être perçue et vienne renforcer justement tout le combat que notre population, notre peuple mène contre l'insécurité et contre l'extrémisme violent. Et c'est ça qui nous amène justement à développer des initiatives, à voir dans quelle mesure nous allons loger présentement notre action, nos activités. Et ça qui conduit aujourd'hui à ce que nous avons mis en priorité et qui va nous conduire demain à ce colloque. Et justement, pour ce colloque, il est question d'impliquer les femmes leaders. Alors, qui sont les femmes leaders et quel intérêt pour leur implication? Voilà. Je commencerai d'abord par l'intérêt. L'intérêt que nous avons vu après nos réflexions et, comme je dis, après avoir suivi constamment cette situation se développer, est que les femmes, en fin de compte, sont celles qui sont les premières victimes et c'est celles qui sont, à notre analyse, selon notre analyse, les plus touchées, les plus frappées par cette situation d'insécurité. Nous avons fait quelques sorties, par exemple à Yirgou. Nous rendons compte, quand nous les avons rencontrés, que le village, par exemple, de jour, oui, vous pouvez trouver des hommes avec lesquels vous discutez, mais le témoignage qui nous a été rapporté, c'est que la nuit tombée, le village se vide complètement de tous les hommes, simplement par peur. Et ceux qui restent, la population qui reste sur place, ce sont les femmes, ce sont les enfants. Et nous voyons cela aussi dans les camps de réfugiés. Actuellement, les réfugiés internes, quand vous arrivez dans un camp de réfugiés, regardez un peu. La majorité, c'est encore nos mères, c'est nos sœurs et c'est les enfants. Nous nous sommes dit qu'il y a quand même quelque chose, quelque part, qu'il nous faut aller chercher. Parce que ces femmes qui sont là, qui sont les premières victimes, elles sont concernées à plusieurs niveaux. D'abord parce que chaque jour que Dieu fait, où un Burkinabé tombe, est assassiné, ce Burkinabé est, somme toute, l'enfant d'une mère. Celui qui, même dans son geste aveugle et inexplicable, donne la mort, est aussi un enfant d'une femme. Donc quelque part, que ce soit la mère qui pleure son enfant ou son mari, que ce soit la mère
dont le fils a posé l'acte qui arrache des larmes aux Burkinabés, ce sont des mères, elles ont toutes la même sensation, elles ont tous le même chagrin. Et donc nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas continuer comme ça sans, en réalité, nous tourner vers ces femmes-là afin de voir avec elles, de leur donner la parole pour qu'une fois elles puissent aussi, entre elles, échanger leur expérience, se parler. Et quand maintenant nous arrivons à cette réflexion, nous disons, les femmes leaders, qu'est-ce qu'elles représentent pour nous? Il faudrait bien qu'on nous comprenne. La femme leader, c'est la mère qui est au village, qui a une référence, qui de tout temps constitue un pôle où les différents du village, où les besoins exprimés des unes et des autres de la population, elle constitue une référence à laquelle chacun va pour trouver source, trouver consolation, trouver solution. Et ce sont ces femmes-là qui sont là, qui dans cette période que nous vivons, continuent à jouer ce rôle extrêmement important, mais qui n'est pas perçu, qui n'est pas valorisé. Et ce que nous voulons faire, c'est leur donner la parole pour que maintenant, entre elles, et avec d'autres sœurs que nous avons pu inviter de pays voisins, le Niger, le Mali, le Tchad, la Centrafrique, le Burundi, le Rwanda, qui vont venir renforcer cet échange-là d'expérience et permettre à nos mamans, dans leur propre langage, selon ce qu'elles ressentent, selon ce qu'elles vivent, de nous dire comment elles voient, quelle contribution elles pensent pouvoir apporter à la situation, à la gestion de la situation telle qu'elle se présente à notre pays. Merci à vous, donc, Monsieur Léane Balsolé, en tout cas pour toutes ces informations et toutes ces précisions, en tout cas, que vous venez de donner concernant ce colloque sur le processus de réconciliation nationale et de cohésion dans un contexte de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Ils sont chargés de la mise en œuvre du processus et de la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation des plans et projets de développement dans la région des Hauts-Bassins et des Cascades. Le ministère en charge de l'économie leur assigne une nouvelle mission, celle de vulgariser la loi portant pilotage et gestion du développement. Avant d'entamer cette mission, la loi et les techniques de diffusion ont été expliquées aux agents concernés. Le point avec Karim Sissé. Ils sont tous des acteurs clés dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des stratégies des plans locaux de développement des projets et programmes au niveau régional. Réunis ici à Bobo-Dioulasso, sous l'égide du ministère de l'économie, ils vont échanger sur la loi portant pilotage et gestion du développement. Des échanges qui leur permettront de mieux s'approprier cet instrument juridique. Cette loi répond au souci d'assurer une cohérence de nos politiques publiques en vue d'impacter positivement le développement au niveau de tous les pays. Dire qu'au niveau de la région de Haut-Bassin, nous venons partager cette loi avec les différents acteurs pour leur donner un peu le contenu. De façon simple, la loi, ça donne l'architecture générale de la planification au niveau du Burkina Faso. C'est donc dire que l'appropriation de cette loi s'avère nécessaire pour ces acteurs, d'autant plus que le Burkina Faso s'est doté d'un référentiel de développement dénommé Burkina 2025. Et l'appropriation de cette loi va certainement faciliter la mise en œuvre efficace et harmonieuse de ce référentiel. C'est un caillou de moins dans la chaussure des éleveurs de Nouna dans la Koussi. Ils n'auront plus à faire de longues distances à la recherche de pâturage. Le groupement Relwende vient de bénéficier d'une unité de fabrication d'aliments pour bétail. L'installation de cette unité permettra de booster l'activité d'élevage dans la localité, mais aussi de lutter contre le chômage et la pauvreté. La cérémonie de remise avec Serge Sonda et Karim Ouedraogo.
une bonne session. Espérer le meilleur tout en se préparant au pire. SOS Village d'enfants, programme de Ouagadougou, fait dans l'anticipation. Dans un contexte sécuritaire des plus difficiles, auquel s'ajoutent les aléas de la variabilité du climat. Cette structure, qui a à sa charge environ 150 enfants, se dote d'un protocole d'urgence. Nous avons connu des pays où les villages d'enfants SOS ont été au cœur de combat. J'ai donné l'exemple de la Centrafrique, où le village était pris entre deux feux. J'ai donné l'exemple du Mali à côté, le village de Sokoura, qui a dû évacuer et les enfants amenés ailleurs. C'est l'esprit qui guide la tenue de cet atelier, nous préparer pour mettre nos enfants à l'abri en cas de besoin. Aux participants à cet atelier, il s'agit de présenter le protocole qui fait la synthèse et l'analyse des risques et répertorie les interventions et procédures d'urgence. À leur tour, ils devraient enrichir le document à travers leurs amendements et suggestions. Voilà, vous l'aurez compris, c'était plutôt un reportage signé Christine Koulibaly sur la validation du protocole du village SOS. Enfin, nous revenons donc sur l'installation de l'unité de fabrication d'aliments pour bétail dans la Kossi et plus précisément à Nouna. La cérémonie de remise donc de cette unité de fabrique d'aliments pour bétail avec Serge Sonda et Karim Ouedraogo. L'autonomisation des jeunes et des femmes demeure une préoccupation pour le gouvernement burkinabé. À travers son programme spécial de création d'emplois, plusieurs associations et groupements, surtout des femmes, bénéficient d'unités économiques. Ici à Nouna, le groupement Renouendé a obtenu une unité de transformation d'aliments à bétail. On voulait en tout cas travailler dur pour que celui qui nous a donné soit content de nous et les éleveurs, pour qu'ils puissent trouver des bons aliments pour la santé de leurs animaux. Vous voyez un peu partout la viande en saison sèche, on n'a même pas envie de la manger, rien d'autre qu'à cause de la faim. Et cette unité est vraiment la bienvenue et je crois qu'elle va compenser en tout cas le déficit alimentaire au niveau de notre province. Parce que si vous demandez même les commerçants d'aliments, et les commerçants de bétail, l'aliment, ils le font venir de très loin, qui coûte plus cher que celui qui est à côté. Après cette remise officielle, le gouvernement, à travers le ministère en charge de la jeunesse, ne compte pas s'arrêter là. Nous allons les accompagner techniquement, toujours de telle sorte pour qu'ils puissent bien gérer. Parce que peut-être à travers des sensibilités, des formations à la gestion, et aussi des conseils pratiques pour vraiment l'organisation même pratique des coopératives. Tout en saluant l'initiative du gouvernement, le haut commissaire de la province de la Kossi exhorte les bénéficiaires à la bonne gestion de l'unité économique. La ville de Dori a vécu du 1er au 3 novembre au rythme de la 7e édition du Festival des éleveurs du Sahel. L'activité est d'habitude organisée pour valoriser et promouvoir l'activité d'élevage, mais au regard du contexte sécuritaire du pays, l'édition 2019 a été placée sous le sceau de la contribution des éleveurs dans la lutte contre l'insécurité. Lazare Sanour, Ibrahim Kagone. C'est ainsi parti pour la 7e édition du Festival des éleveurs du Sahel. Une édition qui se tient sous le thème « Le pastoralisme face aux défis de l'intégration intercommunautaire et de l'insécurité dans la région de l'Itako-Gourma, réflexion prospective ». C'est un festival sur le pastoralisme, mais qui prend l'intégration même de toutes les ethnies qui sont dans le domaine de l'élevage. Donc le message que nous passons et que le message que nous visons, c'est vraiment la coexistence pacifique et la coexistence positive de l'ensemble des villes, le vivre ensemble. Que ce soit des éleveurs, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les ethnies vivant dans la région du Sahel, qu'ensemble nous nous donnons la main pour pouvoir lutter contre ce fléau qui nous sévit actuellement dans la région du Sahel. Dans cette lutte contre l'insécurité qui met à mal le bon vivre ensemble, les éleveurs ont pris l'engagement, au dire de leur responsable Amidou Bandé, d'accorder les violons dans la région de l'Itako-Gourma pour venir à bout de ce fléau.
Ce festival a connu la participation des diasporas togolaises et maliennes vivant à Dori. Il a été aussi l'occasion de promouvoir l'une des valeurs traditionnelles, la parenté plaisanterie. La région du centre-est abrite cette année les festivités du 11 décembre. Les grands rassemblements et les fêtes sont très souvent des moments de faiblesse pour les jeunes qui se laissent aller. Les conséquences peuvent être lourdes: contraction d'infections sexuellement transmissibles et de grossesses non désirées. Le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre le sida et les IST veut agir en amont. Il a initié une caravane de sensibilisation des jeunes de la région, l'étape de Garango avec Césaire Carrefour et Tanga Kafando. Il plaide pour l'implication des autorités coutumières dans la prévention des grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles, la drogue et l'incivisme à Garango. C'est une étape d'une caravane initiée par l'agence Burkina Event en partenariat avec le SP-CNLST dans le cadre des activités du 11 décembre avec pour slogan « Éviter la fête ». Il est positif parce que la population a adhéré. On n'a pas fait cette campagne de sensibilisation pour eux, mais c'est avec eux. Donc nous pensons qu'au terme de ces campagnes de sensibilisation-là, il va naître un changement de comportement. Et c'est notre souhait et c'est l'objectif visé. Dans cet espace santé, tout est expliqué pour une sexualité responsable. Les espaces santé, c'est des conseils, c'est des consultations. C'est aussi le dépistage VIH, le dépistage des hépatites. C'est aussi la distribution de préservatifs, de gel. En fait, la stratégie, c'est d'approcher les services des bénéficiaires. Et pour assurer la mobilisation, les motards de l'association West Coast ont été mis à contribution. Des motards qui ont offert des gilets et des casques au commissariat de police de Garango en signe de leur engagement à la promotion du civisme routier. On reste à Garango. Le palais royal de la ville a attiré des foules ce vendredi à l'occasion de l'intronisation de 5 chefs. Ils ont tous reçu les attributs de leur pouvoir des mains de Nabakom de Garango. Qui sont ces chefs et comment ont-ils été intronisés? La réponse avec Amadou Seydou Nikema et Ibrahim Sanou. 5 villages de la commune de Garango sont en fête. Sa Majesté le Nabakom procède à l'intronisation des différents chefs de ces communautés. Il y avait des rois, il y avait des chefs qui sont décédés et nous avons eu l'initiative de les remplacer avec ses différents fils. Il y a le chef Peul, il y a le Sanandé Nava, il y a le Natenga, il y a le Sanaba et il y a le Tinsoba. Avant d'être intronisés, ces prétendants au trône passent par tout un rituel. On donne une heure à ces gens-là, on les installe dans le soleil jusqu'à la sortie de Sa Majesté. Et Sa Majesté sort de première étape pour demander ces personnes qui sont venues s'asseoir devant sa cour là. Ils sont venus chercher quoi? Ils nous ont dit qu'ils sont venus chercher le sac, l'ancien sac de leur grand-père ou de leur papa qui est perdu et que ça se trouve au palais ici. C'est parce que c'est ici qu'on doit encore renouveler ou bien introniser à la place de leur grand-père ou bien de leur papa. C'est après tout cela qu'ils seront reçus par le roi dans cette case sacrée, loin des caméras et des yeux des profanes. À leur sortie, ils ne sont plus des citoyens ordinaires, mais ceux-là même qui doivent désormais conduire la destinée de leur communauté. Et puis en Irak, la contestation monte. Des manifestants dans les grandes villes du pays sont descendus pour réclamer le départ du régime en place. Une grève générale touche les écoles et l'administration publique. Des cagettes en flammes au milieu des rues de Bagdad, symbole d'un vent de colère qui continue de souffler sur la capitale irakienne et ailleurs dans le pays. Depuis un mois, la population se mobilise pour demander la chute du régime. Et ce dimanche, premier jour de la semaine en Irak, une grève générale a touché de nombreuses écoles et administrations publiques.
Ces Irakiens expriment leur ras-le-bol de la pauvreté et du chômage. On réclame nos droits, car nous n'avons pas d'emploi, pas de travail. Les privilèges sont réservés aux partis politiques. Aujourd'hui, on a barré les routes et ce soir, on va retourner sur la place Tahrir. Cible des contestataires, les autorités irakiennes sont accusées de mener une campagne d'intimidation qui cible médias, blogueurs et autres militants. Certains d'entre eux ont disparu. Quels sont les grands sujets traités par le quotidien de ce jour? La revue de presse est signée Vincent Kendrebego. Le maire de Djibo assassiné, l'information est relayée à la une de l'Observateur Palga. Selon le journal, Oumarou Diko et ses 3 compagnons de route en allant de Djibo à Ouagadougou sont tombés sur le braquage d'un car de transport en commun. Et dans la manœuvre pour se tirer d'affaire, leur véhicule fait un tonneau et donc rattrapé par les assaillants qui les ont froidement abattus. Les 3 autres victimes sont un agent de la mairie de Djibo, un cousin du maire et son chauffeur. Élu sous la bannière du CDP, Oumarou Diko cumulait les fonctions de député et maire de Djibo et occupait la fonction de 11e vice-président du CDP. Le président du parti, Edi Komboyogo, a écourté un meeting dans un arrondissement de la capitale pour se rendre au domicile de l'illustre défunt qui était âgé de 61 ans selon aujourd'hui au Faso. Ce n'est pas la première fois qu'un élu local est dans le viseur des groupes armés, ajoute le journal. En effet, on est toujours sans nouvelles de plusieurs maires, comme celui de Gorgadji, de Marcoy, tous enlevés, sans oublier les nombreux conseillers municipaux victimes d'attaques terroristes. En 5 de l'insurrection populaire, nous ne voulons plus revenir ici l'année prochaine sans que tous les dossiers ne soient liquidés. Propos de Teka Victor, président de l'Union des martyrs de l'insurrection populaire, dans le journal Le Pays. Et c'était à l'issue de la cérémonie de commémoration tenue semaine dernière. Le 31 octobre, la tradition a encore été respectée dans une cérémonie très sobre mais pleine de sens, commente le journal. Cérémonie au cours de laquelle le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux martyrs de l'insurrection et du coup d'État de 2015, avant d'appeler les Burkinabés à la solidarité pour remporter la bataille contre le terrorisme. Pendant ce temps, les représentants des victimes se plaignent de la lenteur de la justice dans le traitement de ces dossiers. Cet hommage national aux martyrs fait la une de Sidouaya avec le dépôt de la gerbe de fleurs par le président du Faso, Rochman Christian Kabouri. Introuvable esprit insurrectionnel, poursuit le journal dans son édito. Que reste-t-il de cet esprit de révolte qui a mobilisé les Burkinabés au-delà des chapelles politiques? 5 ans après, les appréciations sont mitigées, répond le journal. Les uns dénoncent la persistance de la malgouvernance, le favoritisme et l'impunité, pendant que les autres estiment que le pays a maintenu le cap malgré les attaques terroristes quasi quotidiennes. Dans tous les cas, pas question de regretter l'insurrection populaire qui a permis de sauver la démocratie burkinabé. Et en plus, la justice burkinabé n'a jamais été aussi indépendante que ces dernières années et des domaines comme les infrastructures et la liberté d'expression connaissent des progrès. Reste à rétablir progressivement l'autorité de l'État avec une conscience collective accrue, foi de l'éditorialiste de Sidouaya. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes.